Alors pourquoi parler de business frugal aujourd'hui? Le 5 novembre, Shein, la marque ultra low cost, a pris ses quartiers au sein du BHV Marais. Le BHV Marais, c'est un fleuron parisien chargé d'histoire et installé juste en face de la mairie de Paris et qui est ancré dans un imaginaire fait d'artisanat, de savoir-faire et de qualité. C'est donc un événement controversé que cet espace de 1200 mètres carrés dédié à Shein, une enseigne qui est critiquée pour son impact environnemental et ses conditions sociales. Les réactions face à cette ouverture ont été très contrastées. D'un côté, des centaines de personnes qui ont fait la queue pendant des heures pour accéder à ce champion du low cost, et de l'autre, un véritable tollé avec des manifestants, des salariés indignés, des marques partenaires surprises, dont certaines ont annoncé leur départ, et même jusqu'aux élus locaux. Tous dénoncent un même sentiment de trahison d'une identité, car au-delà du geste commercial, c'est la perception même du BHV qui vacille. Car on comprend de plus en plus que dans un monde saturé d'offres, la réputation est devenue pour beaucoup un critère d'achat décisif. Les dirigeants, eux, assument leurs décisions, car devant la baisse de fréquentation du BHV et la pression économique, il faut réagir, et ils voient dans Shein une opportunité pour relancer les flux et renouveler la clientèle. Alors, cette redirection vers le low cost est-elle vraiment surprenante ou est-ce simplement le symptôme d'entrer dans une nouvelle ère où la fidélité aux valeurs, la quête de marge et les attentes de consommateurs s'entrechoquent violemment? C'est là que les vraies questions sociales et politiques commencent. Euh, Peut-on encore créer de la valeur sans tomber dans la spirale du toujours moins cher? Et qu'est-ce que cela dit de nos sociétés en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que consommateurs? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme d'inspiration, de motivation et de ressources pour tous les créateurs de valeur, celles et ceux qui souhaitent faire évoluer, voire révolutionner leur vie, aussi bien professionnellement que personnellement. Et j'en suis convaincue, la posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines de vie, car elle induit responsabilité et mise en action, par opposition au statut de victime. C'est donc notre carte maîtresse en ce 21e siècle, pour aller vers plus d'indépendance et d'autodétermination. Donc un article a récemment paru dans la Dépêche portait un titre qui résume parfaitement la tendance actuelle. Shein, Action, Primark, on bascule sur un mode de vie assumé. Pourquoi le low cost séduit-il les Français? Et cette question, je me la suis posée il y a environ un an, après quelques achats chez Leroy Merlin à Rosny-sous-Bois avec une amie. On s'est donc rendu au centre commercial Domus, qui est situé juste à côté. Donc Domus, c'est ce centre commercial élégant, spécialisé dans la décoration moyenne et haut de gamme. On y trouve du mobilier, de la décoration, des arts de la table, dans un univers premium. Et ce centre a été pensé pour attirer une clientèle plutôt à l'aise financièrement. Pourtant, depuis des années, à chaque fois que je m'y rends, je le trouve vide. Très peu de clients, même pendant les soldes. Euh, mais ce jour-là, il y avait quand même un flux de personnes qui montaient dans les étages. Et surtout, 1 à 2 personnes sont venues vers moi pour me demander est-ce que je savais où se trouvait le magasin Action. Donc j'ai découvert ce jour-là que ce temple du low cost qui est Action était situé au dernier étage d'un centre commercial conçu pour être plutôt chic. Donc une implantation qui peut presque sembler incongrue, mais assez révélatrice. Cette histoire rappelle étrangement celle du BHV Marais. Donc ces deux histoires, BHV Marais et Shein, Domus et Action, nous renvoient à une réalité simple, c'est qu'une grande partie des Français n'a plus les moyens de se payer la qualité premium. Si le low cost attire autant, c'est simplement que pour beaucoup, ces enseignes représentent une véritable bouffée d'oxygène. Elles permettent de continuer à consommer, à se faire plaisir, acheter des produits de tendance sans pour autant mettre son budget en péril. Si on regarde du côté des chiffres, le BHV et Domus ciblent principalement les classes moyennes à hautes à intermédiaires. Donc la classe moyenne, elle se situe dans une tranche de revenus entre 1 683 € et 4 293 € par mois pour une personne seule.
Pour un couple sans enfant, ce serait 6 440 € par mois. Le revenu médian qui distingue la classe moyenne inférieure de la classe moyenne supérieure est autour de 2 200 €. Donc ce serait cette cible minimum, le plancher bas, que viseraient ces deux magasins. Après, bien sûr, qui peut acheter vient. Et les classes populaires, elles vivent avec un revenu entre 1 100 € et 1 683 € par mois pour une personne seule. Et pour rappel, le seuil de pauvreté est fixé à 1 073 €. Si le détail des chiffres vous intéresse, vous pouvez consulter le site Observatoire des inégalités. Maintenant, ajoutons le coût du logement. Donc, le loyer moyen dans les grandes villes de France avoisine les 700 € pour 20 mètres carrés environ à Paris, 25 mètres carrés à Bordeaux, 40 mètres carrés à Lille ou Nantes. Et ça peut grandement varier, bien sûr, selon les villes et selon les quartiers, selon les rues. Vouloir plus grand, c'est devoir s'éloigner, rallonger son temps de trajet ou espérer obtenir un logement social. Et sur ça, vous pouvez aussi ajouter ce que ça vous coûte en alimentation et vos autres charges. Donc voilà, lorsqu'on appartient aux classes populaires ou même à la classe moyenne, le low cost, c'est pas juste un choix idéologique, mais c'est une véritable stratégie de survie. D'ailleurs, le low cost ne profite pas qu'aux consommateurs. Les entreprises aussi y trouvent leur compte. Pour des enseignes comme le BHV ou Domus, accueillir une marque low cost, ça permet d'attirer de nouveaux flux qui vont dynamiser la fréquentation en baisse, d'équilibrer des loyers commerciaux élevés afin d'éviter la fermeture. Parce qu'en réalité, c'est que dans de nombreux centres commerciaux situés en banlieue ou en zone populaire, les enseignes moyenne gamme ont disparu les unes après les autres. Il y a encore quelques années, dans la ville de mes parents, je pouvais encore trouver des magasins comme Etam, la Fnaf, 1, 2, 3, Armand Thierry, les Darty, certaines enseignes de sport connues ou les différentes enseignes de téléphonie et bien d'autres. Maintenant, il faut soit aller dans une banlieue un peu plus huppée, un centre commercial ou à Paris pour trouver ces enseignes. Le consommateur, lui, ne suit plus, le budget ne suit plus, donc les enseignes s'adaptent ou elles disparaissent. Donc, résultat, c'est que dans certains centres commerciaux se retrouvent composés en majorité ou à 80% d'enseignes low cost, non pas par choix, mais surtout dû à une nécessité de s'aligner économiquement. Donc, dans un marché mondialisé avec une course permanente au prix le plus bas, le low cost est un peu devenu une stratégie de survie. Si on regarde de plus près comment les marques low cost optimisent pour nous offrir les prix les plus bas possibles, on va regarder à travers 3 enseignes emblématiques que sont Action, Shein et Primark. Tout d'abord Action, où le low cost pragmatique et physique. Donc originaire des Pays-Bas, Action s'est imposée avec une stratégie simple, proposer des prix imbattables, sans superflu, en jouant sur la logique du déstockage. Leur modèle repose sur le rachat d'invendus de marques nationales, donc des prix bradés, qui permettent de préserver les marges. Leur réseau est 100% physique, donc là, pas d'e-commerce, uniquement des magasins, avec des surfaces épurées, plutôt en périphérie, peu de personnel, pas de publicité, parce que là, c'est le bouche à oreille qui va faire le travail, grâce à la perception de bons plans. L'assortiment est volontairement limité, mais très souvent renouvelé, ce qui crée un effet de rareté et incite à l'achat impulsif. On ne sait pas si ça revient demain. Et du côté de la standardisation, ça permet de maintenir des coûts faibles. Donc la différenciation d'Action, ça se base sur le prix, la simplicité et la rotation rapide. Le second modèle, Shein, ou la machine numérique qui a industrialisé la fast fashion. Shein, c'est le symbole même du low cost digital. Son modèle repose sur le canal unique qui est l'e-commerce. Donc là, on est à l'opposé d'Action. C'est 100% en ligne, ça permet de maintenir des coûts d'exploitation extrêmement faibles, parce que pas de magasin physique, pas de loyer, pas d'équipement terrain, donc des prix très compétitifs. L'approvisionnement est direct depuis l'Asie, sans intermédiaire. Une logistique réduite au strict minimum, pas de stockage, on est on demand. Autrement dit, ce qui est produit est déjà vendu, donc un faible risque pour les stocks.
Pour tenir le rythme ultra fast fashion, la marque se base sur l'analyse de données des réseaux sociaux pour connaître les tendances immédiates et proposer des nouvelles références chaque semaine. Donc le marketing est 100% digital, basé sur les influenceurs ou les codes promo. Donc la différenciation de Shein se base sur le prix, la digitalisation et le renouvellement express. Maintenant, voyons le troisième modèle avec Primark, ou le low cost physique mais XXL. Donc là, Primark, c'est l'inverse de Shein. Tout est physique, massif et visible. Leur modèle repose sur les magasins physiques, pas d'e-commerce. Donc, aucun coût de livraison, pas de gestion de retour, donc ce qui permet de faire des économies. Les surfaces sont immenses, souvent en centre-ville ou dans des centres commerciaux à ses côtés, ce qui assure la visibilité, donc du flux, pour une forte rotation des stocks. L'offre est vaste, mais moins fréquemment renouvelée pour assurer les économies d'échelle. L'expérience en magasin est simple, directe avec des espaces épurés, peu de service client et plutôt du self-service. Donc, une stratégie de prix très agressive, peu ou pas de promotion, parce que dans tous les cas, le prix bas est la promesse. Donc, la différenciation de Primark, c'est le prix, la fréquentation et le stock limité. Donc voilà, on a 3 stratégies différentes. Une première physique et furtive, la seconde 100% digitale, et la troisième physique et massive. Mais quand même une même logique qui est basée sur l'essentialisme opérationnel, donc rien de superflu, pas de confort, que des stricts services nécessaires. La réduction maximale des coûts grâce à la digitalisation, l'automatisation, l'optimisation logistique, et un effet volume écrasant, donc des volumes massifs qui permet aussi un fort pouvoir de négociation par rapport aux clients en même temps que les économies d'échelle. Et surtout l'externalisation dans des zones à bas coût. L'essentiel de la production se fait là où les salaires sont faibles. Donc, alors comment une entreprise située en zone où il faut respecter un cahier des charges RSE et où on peut difficilement bypasser les acquis sociaux peut rivaliser avec des zones où les salaires sont plus faibles, les charges moins lourdes, les normes moins contraignantes et les volumes gigantesques en raison aussi de marchés locaux gigantesques. Et derrière cette question, il y a aussi le paradoxe du consommateur. Un consommateur qui travaille dans une entreprise elle-même dépendante de la production low cost, est-ce qu'il peut réellement consommer autre chose que du low cost? Plus le coût de la vie augmente, plus les budgets se réduisent et plus les arbitrages deviennent brutaux. Et ce n'est pas uniquement les classes populaires là, qui sont concernées. Même ceux qu'on pourrait percevoir comme à l'aise, entre guillemets, vont aussi vers le low cost du fait de l'incertitude économique et politique. Donc le dilemme est collectif. Est-ce qu'on a encore les moyens de consommer ce qui est produit localement? On voit, la pression sur les entreprises est immense. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir des standards sociaux, fiscaux et environnementaux quand les concurrents produisent à bas coût, les clients peuvent aller comparer les prix sur Internet, les marges s'effondrent et que la volatilité devient la norme? Donc c'est un fait, dans les pays développés, et même d'autres moins développés, il y a une pression qui s'exerce. Il faut réduire les marges pour pouvoir rester dans la course. Et l'impact ne se limite pas qu'aux meubles ou aux vêtements, où au lieu d'utiliser du coton ou de la soie ou du lin, on va de plus en plus vers le synthétique. Cette logique est aussi de mise dans l'alimentation, où on nous propose de plus en plus plutôt arôme fraise que fraise. Mais cependant, des entreprises résilientes existent et des relocalisations industrielles récentes montrent qu'une production compétitive est possible localement. On a des exemples dans la chimie, on a des exemples parmi les semi-conducteurs, exemple avec ST Microelectronics, qui va réinvestir dans son usine de Tours, ou encore certains segments du textile, comme avec SA Filin, qui envisage de relocaliser une filature en France. Il y a d'autres exemples dans l'agroalimentaire ou la pharmacie. Ces exemples sont possibles grâce à l'application de leviers concrets, que sont des chaînes d'approvisionnement plus courtes et plus robustes,
pour moins de dépendance, de rupture et moins de volatilité. Des usines modernisées avec investissement dans la robotisation et l'efficacité énergétique. Et puis, une transformation numérique assumée, basée sur la donnée comme moteur. Donc, la planification intégrée et les opérations pilotées en temps réel. Et c'est là, en fait, où il faut être attentif à la notion de valeur qui peut faire la différence. Pour illustrer ces trois leviers, proximité, modernisation et valeur, je voudrais vous partager un exemple concret qui est local. Donc il y a 2 mois, une nouvelle boulangerie a ouvert entre Fontenay-sous-Bois, qui est plutôt populaire, et Vincennes, qui est un peu plus huppé, non pas au cœur d'un centre-ville, mais sur la rue de France, vraiment au croisement entre les 2 villes. Donc plutôt quartier mixte, vivant, avec du passage, des habitations, quelques bars, des épiceries et un peu un esprit bobo, on va dire. Donc l'emplacement a été autrefois occupé par un bar qui était fermé depuis environ 2 ans. Donc quand on a commencé à voir les travaux les travaux arriver, donc il y a eu un peu de curiosité. Mais juste en observant le déroulement de l'installation, on pouvait percevoir qu'il y avait un niveau d'exigence. Et le résultat est là, en fait. Les façades sont entièrement vitrées, donc on voit tout le comptoir, les fours, l'atelier. Il y a une transparence totale, presque industrielle, avec du métal, de l'inox, des lignes nettes. On dirait un mixte entre une boulangerie traditionnelle et une cuisine professionnelle où la qualité se fabrique un peu sous vos yeux, quoi. Y a 1 ou 2 tables où on peut s'installer, et au sol, des sacs de farine bio un peu en mode déco qui parlent de traçabilité. Donc, rien d'ostentatoire, tout est simple, brut et assumé. Et dans la même logique côté produit, c'est vraiment boulangerie, pas de pâtisserie, pas de viennoiserie en abondance, il n'y a pas 20 références de pain. Donc seulement quelques pains bien massifs, généreux, avec du levain et travaillés artisanalement. Et pour le côté sucré, on va avoir des cookies épais avec des noix, des chouquettes et des financiers. Donc des classiques. Pour le prix, si vous consultez sur Google, la fourchette affichée est entre 10 à 20 euros, quand la plupart des boulangeries de quartier se situent entre 1 et 10 euros. Donc c'est plus cher. Et pourtant, il y a toujours la queue. La première fois que j'y suis allée avec mon frère, c'était 45 minutes avant la fermeture, il y avait déjà plus de pain. Tout avait été vendu et les derniers étaient réservés pour l'équipe. Et pour finir, les horaires, la boulangerie n'est ouverte que du mercredi à partir de 11h et le samedi, ça ferme à 14h. Donc, 4 jours et demi par semaine. Donc, c'est un choix qui crée un effet de rareté qui peut être presque comparable à ce qu'on observe dans le luxe, donc des créneaux limités, une production maîtrisée, une qualité assumée et une clientèle qui est prête à attendre. Donc tout le contraire en fait de ce qu'on a vu dans le low cost. Et cet exemple local illustre le point essentiel qui est que on peut produire localement, rester compétitif et attirer une clientèle fidèle si l'on choisit de jouer le jeu de la valeur. Donc la frugalité moderne, c'est pas une privation, c'est une stratégie. C'est la question peut-être que peu d'organisations osent affronter. Qu'est-ce qu'il y a ou qui apporte réellement de la valeur et qu'est-ce qui doit être conservé, optimisé, supprimé ou repensé. Et au fond, cette question de frugalité ne concerne pas que les entreprises, elle nous concerne aussi en tant que consommateurs, car derrière chaque entreprise, il y a des individus, et derrière chaque individu, il y a aussi un consommateur. Ces choix stratégiques, c'est à nous-mêmes, en tant que citoyens d'ici et du monde, que nous les imposons. Dans un monde qui est saturé d'objets, d'options, de promotions, de tentations, la question devient presque, presque intime. Est-ce qu'on souhaite acheter des produits qui ont vraiment de la valeur ou simplement remplir nos tiroirs? Est-ce qu'on est prêt à payer plus pour mieux ou est-ce qu'on préfère acheter souvent et vite? Donc, c'est bien sûr un dilemme
collectif que nous vivons tous, un tiroir rempli de gadgets jamais utilisés, des appareils achetés en promo mais oubliés en quelques semaines, des abonnements qui tournent en arrière-plan. On vit dans une abondance apparente, mais une abondance pauvre et produite très souvent par des travailleurs pauvres. Et c'est exactement là que les principes du Lean, habituellement réservés à l'industrie, deviennent des principes de vie. Le 5S, par exemple, peut aussi servir de cadre de réflexion sur ce qu'on garde et surtout pourquoi est-ce qu'on le garde. Le fait de trier pour garder l'essentiel, qui a une valeur d'usage ou une valeur émotionnelle, ranger pour attribuer une place logique à chaque chose, nettoyer pour retirer le superflu, clarifier l'espace, que ce soit physique ou mental, standardiser en créant des règles simples, un objet qui rentre, c'est un objet qui sort, et la discipline pour maintenir la démarche. Donc c'est une philosophie. Il s'agit de choisir chaque jour ce qui crée réellement de la valeur pour nous. Donc pour conclure, on va dire que dans une société d'hyperconsommation qui est drivée par le low cost, la frugalité, c'est le luxe moderne. Et ce n'est pas juste une question d'accès ou de prix, mais une question de choix ou de valeur. Moins d'objets, mais de meilleure qualité, moins d'achats, mais plus de valeur retenue. Et sur ce point, Warren Buffett nous rappelle une vérité essentielle. Price is what you pay, value is what you get. Le prix, c'est ce qu'on paye, la valeur, c'est ce qu'on obtient. Et dans l'esprit de cet homme d'affaires américain de 95 ans, ce qui vous enrichit vraiment, c'est pas ce que vous achetez, c'est ce que vous décidez de ne plus acheter. Donc la frugalité, c'est une optimisation de nos ressources, argent, temps, espace, énergie mentale, le luxe de ne garder que ce qui nous fait avancer. Et à partir de là, tout change pour les entreprises, les clients, les territoires et nous-mêmes. Donc la frugalité, quand elle est bien pensée, c'est un choix stratégique. En lecture, je peux vous proposer 3 livres avec 3 angles complémentaires pour repenser la valeur, la productivité et la frugalité. Le premier angle, c'est celui de la stratégie et de l'innovation avec l'entreprise frugale de Naviraju. Donc c'est la référence sur la frugalité appliquée au business. Naviraju ici explore comment faire plus avec moins, innover dans la contrainte et créer de la valeur durable. Donc parfait pour lier économie, innovation, sobriété et efficacité. Un second angle, la maîtrise personnelle avec Essentialism ou l'essentialisme de Greg McKeown. Donc ici c'est le lean appliqué à la vie quotidienne. Il aide dans son livre à se consacrer sur l'essentiel, éliminer le bruit et reprendre le contrôle. Et le dernier angle, c'est celui de l'excellence opérationnelle, bien sûr, avec The Toyota Way de Jeffrey Liker, donc un classique du Lean qui met en lumière la logique de la valeur, l'élimination des gaspillages et la discipline opérationnelle. Donc voilà pour moi. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura nourri, que vous avez pu en prendre quelques pépites pour vous-même. N'hésitez pas à liker, partager, faire part de vos avis en commentaire ou de vos réflexions sur tout ça. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage. Merci à vous.